Bonjour, Mesdames, Messieurs, ici Julie Drolet. Alors oui, c'est la suite de votre après-midi aujourd'hui avec ce qu'on attend, ce point de presse qui devrait commencer dans les prochaines minutes. Il n'y aura pas de premier ministre François Legault aujourd'hui, c'est Horacio Arruda, qui est le directeur de la santé publique, le directeur national de la santé publique, qui y sera. Le lieu change aussi. On est à Montréal aujourd'hui. Il sera accompagné de la mairesse de Montréal, Mme Plante. Il y aura aussi la ministre responsable de la grande région de Montréal, Mme Rouleau. Et il y aura aussi la directrice de la santé publique de Montréal, Dr Mylène Drouin. Donc, ils seront tous sur place. On va regarder d'abord un petit aperçu. Il y a quelques minutes avec Christian Latreille, mon collègue Sébastien Bovet vous donnait la mise à jour des chiffres, ceux qui vont être annoncés. Le communiqué est déjà sorti. On regarde ce que ça donne. Alors, pour ce qui est du Québec, on recense aujourd'hui 912 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui donne un grand total de 36 150. Pour ce qui est des personnes décédées, c'est 94 nouveaux cas aujourd'hui, pour un total de 2 725. Si on regarde maintenant la grandeur du Canada, on va vous montrer ici un autre tableau qui nous permet de faire des mises à jour. Alors, vous voyez où est rendue la situation. Si on commence, disons, par l'ouest complètement, Colombie-Britannique, on est à 126 cas, Alberta 114. Ce sont les décès. Oui, ce sont les décès. Si on regarde les nombres de cas totaux, Colombie-Britannique, c'est 2288, Alberta 6017, Saskatchewan 531, Manitoba 283, Ontario 19 598. Le Québec, on en a parlé il y a un instant. Si on va du côté de l'est complètement, territoire... on regarde Terre-Neuve et Labrador, on est à 271. Île-du-Prince-Édouard, 27. Nouvelle-Écosse, 1008 cas. Nouveau-Brunswick, 120. Et dans les territoires du Nord-Ouest et Yukon, vous voyez où sont les chiffres actuellement. Tout de suite, je vais retrouver Sébastien Bovet, notre chef de bureau. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Julie. Dans les nombreux chiffres d'aujourd'hui, si vous me permettez une parenthèse, il y a deux bonnes nouvelles au Québec. Vous savez qu'on cherche les bonnes nouvelles par les temps qui courent. Le nombre d'hospitalisations est en baisse de 9. Et le nombre de personnes aux soins intensifs est en baisse aussi de 17. Alors, une hirondelle ne fait pas le printemps. De bonnes nouvelles comme ça ne veulent pas dire qu'on va se débarrasser de la COVID de sitôt, mais c'est peut-être un petit rayon de soleil dans la journée. Un enjeu important d'ailleurs, parce que ça fait partie des critères de déconfinement aussi, c'est-à-dire la marge de manœuvre qu'ont les hôpitaux. Alors évidemment, moins les soins intensifs sont occupés, moins les lits d'hospitalisation sont occupés, plus on retrouve un peu de cet oxygène, de cette marge de manœuvre dont on a tant besoin. Sébastien, parlez-moi un peu. On s'attend à quoi dans ce point de presse de M. Arruda aujourd'hui en compagnie de Mme Chantal Rouleau? Alors, sur la forme, c'est un peu particulier parce que si vous voyez la table, si on peut montrer des images en direct de la table qui a été installée au Centre culturel et communautaire de Montréal-Nord, il y a 3 petits cartons. Donc, il y aura 3 personnes à la table. M. Arruda, Mme Drouin de la Santé publique de Montréal et la ministre Chantal Rouleau. Et ma compréhension, c'est que, mais ça peut changer là, parce que les choses évoluent vite, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, ne sera pas assise à cette table. Elle sera plutôt autour. Elle est là, présente. Elle va pouvoir répondre à des questions, mais le point de presse là, est organisé par le gouvernement du Québec, par la santé publique pour faire le point sur la situation à Montréal. Et essentiellement, ma compréhension, c'est qu'on veut parler de stratégie de dépistage. Alors, s'assurer donc qu'avec l'augmentation du nombre de tests quotidiennement, on s'assure à Montréal, qui est l'épicentre de cette contamination au Québec, de faire les bons tests sur les bonnes personnes aux bons endroits. Et notamment pour éviter que de nouvelles poches de contamination apparaissent. Des Montréal-Nord, où la contamination, l'incidence de la maladie est, semble-t-il, assez grande. Des endroits, donc, qu'on pourrait qualifier de zones rouges ou de zones chaudes, où on s'aperçoit que la maladie est transmise de façon communautaire. Alors, c'est dans cette stratégie de dépistage, c'est de cette stratégie que M. Arruda va parler, avec à la clé, semble-t-il, les fameux bus de la STM qui sont mis en service pour aller au-devant des gens et faire des tests de dépistage dans les différents quartiers. Il y avait un enjeu, d'ailleurs, Dr Arruda l'avait dit, je pense, hier. On offre les tests, mais les gens ne sont pas au rendez-vous. Ça, c'est vraiment dans les stratégies de communication. Il faut que le grand public, il faut que les gens qu'on espère atteindre le sachent qu'on fait des efforts pour aller vers eux. Oui. Et vous savez ce que l'OMS dit? L'OMS dit qu'il faut tester. Pourquoi il faut tester? Pour identifier, débusquer, donc, dans la population, isoler, soigner et guérir ces gens-là. Si vous ne faites pas ça, vous ne prendrez pas le dessus sur la maladie. Si vous savez essayer de combattre cette maladie-là sans faire de test, c'est comme d'essayer d'attraper une balle dans la noirceur. Moi, j'ai déjà essayé de faire ça quand j'étais adolescent, puis j'ai reçu la balle à un endroit où ça fait mal. Alors, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir où est la maladie pour pouvoir la contenir et l'éradiquer.
Oui, mais pour ça, encore une fois, je reviens à ça, la stratégie de communication. Encore faut-il que les gens des quartiers qui sont ciblés, ceux qu'on veut tester, encore faut-il qu'ils s'y présentent, mais pour qu'ils s'y présentent, il faut qu'ils le sachent. Et là, on a un enjeu aussi de communauté interculturelle où il faut les rejoindre parfois dans leur langue aussi, Sébastien. Alors, ça pourrait faire partie du message aujourd'hui parce qu'il y a 2 jours ou 3 jours, M. Arruda a dit on prépare une campagne de sensibilisation. Il y a des messages qui sont enregistrés pour les communautés culturelles. Puis là, on ne veut pas les cibler indûment, les communautés culturelles, mais le fait est que dans certains quartiers, il y a une incidence plus forte, une prévalence plus forte de la maladie. Donc, on veut inciter les gens à venir se faire tester pour savoir comment la maladie se déplace, où elle est présente, qui peut avoir cette maladie-là pour isoler ces gens et les soigner. Bon, l'autre enjeu aujourd'hui, ce qui a été discuté, c'est avec la ministre des Aînés, Marguerite Blais, où elle devait répondre aux questions aussi aujourd'hui de l'opposition. Pouvez-vous nous faire un petit résumé, là, finalement? Est-ce qu'on a un peu plus l'heure juste? Est-ce qu'on sait davantage et on comprend mieux maintenant qui, dans les aidants naturels, va pouvoir rendre visite à ses proches qui est hébergé actuellement dans les résidences pour aînés? On comprend un peu mieux, en effet. L'idée, donc, c'est d'ouvrir la porte des établissements pour aînés aux aidants naturels, dont on s'aperçoit, aux proches aidants, donc, dont on s'aperçoit que leur rôle dans le réseau est extrêmement important. Donc, on veut enlever des barrières pour ces gens-là. Alors, il y avait pour les proches aidants qui devaient aller dans un établissement où il n'y a pas de COVID, il y avait un critère, une condition qui a soulevé la controverse, celle de devoir passer un test de dépistage. Alors, on disait aux proches aidants, oui, c'est bien beau, vous pouvez venir, mais avant, on doit s'assurer que vous n'avez pas la maladie. Le raisonnement, c'était de dire, on ne veut pas que vous fassiez entrer la maladie dans l'établissement où il n'y a pas la maladie en ce moment. Donc, vous devrez passer un test. Cette condition-là a été éliminée aujourd'hui par la ministre Blais. Bon, on voit ici les Dr Arruda arriver. L'image est très loin. Là, on voit Mme Rouleau qui est là, Mme Drouin aussi. Sébastien... Et le masque, Madame Drouin est masquée, hein? Oui, bien, Mme Rouleau aussi avait un masque. Oui. Elle l'a enlevé juste avant de s'asseoir. Et M. Arruda, je ne l'ai pas vu arriver à la table, mais il est arrivé à la Maison culturelle et communautaire avec un masque. Bon, il y a un message ici aussi, hein? Oui, en effet. Bon, alors le point de presse commence. Sébastien, on va l'écouter ensemble et on va se retrouver après. Santé Montréal. Nous débuterons la conférence de presse par une élocution en français du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda. Il sera suivi dans l'ordre par une allocution en français de Mme Chantal Rouleau, la ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, ainsi que finalement par la Dr Mylène Drouin, la directrice régionale de santé publique de Montréal. Les trois suivront dans le même ordre en anglais par la suite. Suivra par après la période de questions en français et en anglais. J'ajoute par ailleurs la présence dans la salle du directeur régional de la santé publique de Laval, M. Jean-Pierre Trépanier, et au téléphone la présence de 3 directeurs régionaux de santé publique, soit celui des Laurentides, M. Éric Goyer, de la Montérégie, Mme Julie Lollier, et de Dr Richard Lessard de Lanaudière. En passant, si les journalistes souhaitent poser des questions à ces derniers, ils sont disponibles pour y répondre via leur service des communications respectifs. Je cède maintenant la parole pour un bref mot d'introduction à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bien sûr, je tiens à saluer la ministre responsable de la métropole, Mme Rouleau, Mme Drouin, le docteur Drouin, avec qui je collabore sur une base quotidienne, et Dr Arruda. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Montréal. Je tiens également à saluer ma collègue de l'arrondissement, la mairesse, Mme Christine Black, ainsi que Mme Robitaille, députée de la circonscription ici dans le coin de Montréal-Nord. Ce que je tenais à dire, bien sûr, c'est que oui, Montréal et la région métropolitaine, nous sommes l'épicentre de cette pandémie. Et malgré tout, je tiens à mentionner à quel point les Montréalais, les Montréalaises et tout, encore une fois, la population de la région métropolitaine font preuve de beaucoup de résilience, de discipline et de solidarité. Ce ne sont pas des moments qui sont faciles en ce moment, mais on a la capacité, on a démontré déjà qu'au cours des 8 dernières semaines, notre capacité à se serrer les coudes.
Je tenais également à mentionner au Dr Arruda à quel point la Ville de Montréal est un partenaire pour le réseau de la santé et la santé publique. Je suis très fière du travail qui a été effectué ensemble au cours des dernières semaines pour trouver des réponses rapides à des problématiques émergentes. Je pense entre autres à la question des itinérants. Nous aurons d'ailleurs le plaisir d'aller dans un centre de jour à la Place du Canada tout à l'heure pour montrer les installations qui ont été déployées. Je pense également aux mesures qui ont été mises en place pour soutenir les HLM au niveau de la signalisation, de l'information et des mesures d'hygiène. Et enfin, aux autobus, les navettes mobiles que nous avons inaugurées, le Dr Drouin et moi-même, plus tôt cette semaine. Alors, sur ce, nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est un honneur de pouvoir entendre de vive voix, c'est le cas de le dire, qu'en est-il de la situation à Montréal. Et sachez que la Ville de Montréal et l'ensemble des partenaires, nous sommes là. Merci. Dr Trépanier. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux d'être en région métropolitaine, étant moi-même né pas loin et demeurant à ma résidence principale dans le 450. Mais je tenais à nous déplacer parmi vous aujourd'hui car nous l'avons mentionné à plusieurs reprises. Le portrait et l'évolution de la COVID-19 est différent d'une région à l'autre. À l'extérieur du Grand Montréal, la situation est considérée comme sous contrôle. Mais dans plusieurs secteurs de la communauté métropolitaine de Montréal, qui inclut l'île de Montréal, l'île de Laval, et une partie de la Montérégie, des Laurentides et de la Naudière, la situation est plus problématique. Je salue d'ailleurs la présence au téléphone de mes collègues et directeurs de santé publique et directrices de santé publique de la grande région de Montréal. Notre réponse à la situation se fait de façon concertée. Je pense qu'il faut comprendre que le travail qu'on fait en santé publique est concerté au sein du Québec, concerté aussi au sein du Canada et aussi jusqu'à l'Organisation mondiale de la santé. Nous voulons nous donner les moyens d'agir efficacement et de dépister le plus grand nombre de cas possible. C'est pourquoi aujourd'hui, nous lançons une stratégie de dépistage massif dans ces régions ciblées. C'est une approche qui nous permettra de mieux mesurer la transmission communautaire, de mieux protéger la population en ayant un diagnostic plus précis sur la situation là où il y a de la transmission un peu plus active. Il est important de mentionner, comme je l'ai dit souvent, que la première étape de cette démarche repose sur la collaboration de la population. Nous avons bon conseiller, donner des orientations. La réponse des Québécois et des Québécoises, des Montréalais, Montréalaises, des gens de la communauté métropolitaine a été excellente. Mais il est important, je vais le répéter souvent, que si on veut être en mesure d'arriver à un déconfinement sans avoir des problèmes et nous ramener en arrière, ça va être important d'avoir votre collaboration. Le message principal aujourd'hui, c'est que si vous présentez des symptômes, appelez la ligne 1-877-644-4545. Lorsqu'on parle de symptômes compatibles avec la COVID-19, on parle de la fièvre, on parle de l'apparition ou de l'aggravation d'une toux récente, on parle des difficultés respiratoires, une perte soudaine d'odorat sans congestion ou sans perte de goût. Donc, ce sont les symptômes qui vous permettent de vous reconnaître que vous avez des symptômes qui sont potentiellement compatibles avec la COVID-19. Si vous présentez ces symptômes, on vous demande d'appeler la ligne Info-Coronavirus. Le personnel qui va prendre votre appel est bien informé actuellement des directives et sera en mesure de vous orienter vers la bonne ressource par la suite. Ils vont recevoir les informations précises concernant votre secteur pour savoir où vous présenter pour les tests de dépistage. C'est clair que le portrait à l'intérieur des municipalités, des différentes villes, peut varier d'une région à l'autre ou d'un secteur à l'autre. C'est pour ça que ça pourrait être non pas des autobus, mais une clinique désignée de dépistage ou une clinique d'évaluation. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, les personnes de la ligne Info-Coronavirus vont être en mesure de vous diriger vers le même endroit.
Ici, à Montréal, il y aura des unités mobiles. En fin de compte, c'est un autobus qui a été inauguré récemment, qui va être facile d'accès et qui va se déplacer pour les populations, particulièrement dans les secteurs où on a une transmission plus active. La directrice générale de santé publique, le Dr Mylène Drouin, va pouvoir vous donner quelques détails plus précis un peu plus tard. Nous adoptons donc nos méthodes de dépistage à l'évolution de la situation. Et je trouve ça très important parce que les gens nous disent souvent « Vous avez dit ça hier et puis là, vous changez ». On est dans une situation en complète évolution. On ne sait pas ce que sera demain. C'est un virus qui est très nouveau. Il n'y a pas encore toutes les connaissances qu'on aimerait avoir pour être certain des choses qu'on fait, mais on doit s'adapter au jour le jour à la nouvelle évolution. Nous avons mentionné la semaine dernière, lors de l'annonce du nouveau plan de diagnostic de la COVID-19 au Québec, que les régions où l'on observe une transmission communautaire soutenue recevront au départ un total de 80% des analyses disponibles. C'est normal, on adapte l'offre de dépistage en fonction de l'épidémiologie pour permettre de détecter le maximum de cas comme tel et ne pas utiliser des tests pour des bénéfices qui ne seraient pas au rendez-vous. Actuellement, c'est environ 10 000 tests par jour qui sont effectués et nous visons à atteindre très rapidement notre objectif de 14 000 tests quotidiens. Je n'ai pas encore la donnée des tests d'hier, il faut que la compilation se fasse, mais avec les efforts qu'on met en place, avec ce nouveau, je vous dirais, approche de dépistage, on pense bien être en mesure d'effectuer notre 14 000 tests au cours des prochains jours. Ainsi, ça va dire un total de 100 000 tests qui vont être réalisés chaque semaine au Québec. J'aimerais aussi vous dire qu'il y a certaines personnes qui sont considérées COVID positifs sans passer de test. Si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a été confirmé comme COVID positif et que vous présentez des symptômes compatibles, on va vous considérer comme étant un COVID positif, on appelle ça par lien épidémiologique. Compte tenu des symptômes spécifiques, particulièrement si vous avez certains signes, vous devenez à ce moment-là un cas de COVID positif et on n'a pas besoin d'utiliser un test. Ça se fait au Québec depuis quelque temps. Le dépistage massif qu'on fait partie d'une des conditions qu'on a mentionnées. C'est très important dans un contexte de déconfinement qui s'est amorcé au Québec. Dans toutes les régions, mais particulièrement dans les milieux comme ici, il faut maintenant que les mesures que nous vous rappelons chaque jour depuis maintenant presque 2 mois soient respectées, soit la distanciation physique, soit l'hygiène respiratoire. Et à ce titre, le masque, le couvre-visage, maintenant, fait partie de cette étiquette respiratoire. Sans qu'il soit rendu obligatoire, il est très fortement encouragé, particulièrement quand on a des rassemblements ou qu'on pense qu'on ne peut pas maintenir, par exemple, 2 mètres de distance, comme dans le moyen de transport, etc. Donc, je pense que c'est important que les gens puissent l'utiliser comme une étiquette respiratoire plutôt que de tousser dans son coude. Les sécrétions vont être retenues à l'intérieur du masque. Il faut changer, bien adapter, mais, et je le répète, il faut vous laver les mains. C'est la chose la plus importante et pratiquer l'hygiène respiratoire. Je tiens à vous dire que déconfinement ne veut pas dire relâchement. On dirait que Mère Nature nous a envoyé une fin de semaine avec de la neige pour nous rappeler que ce n'est pas parce qu'on relâche un peu les choses qu'il faut se remettre à revenir exactement au même stade qu'on était antérieurement. Je sais que c'est difficile. Je sais que d'être enfermé, c'est excessivement difficile. Mais si les gens n'appliquent pas les mesures qu'on met en place, nous mettons en péril la fragilité de la transmission qui s'active actuellement dans certaines régions. Donc, on rouvre des choses progressivement, on mesure les effets, on s'organise pour contrôler potentiellement les éclosions qui pourraient arriver, mais c'est très important que le reste de la population nous suive. Ce n'est pas le temps de faire des rassemblements à la maison avec plusieurs personnes parce qu'on va augmenter la probabilité d'avoir des cas, augmenter la probabilité d'avoir un système de soins qui va être surchargé et puis perdre tous les acquis qu'on a fait jusqu'à maintenant. J'aimerais aussi aborder un dernier élément qui est très important. Je m'adresse à vous comme des patients, comme la santé publique s'adresse souvent aux gens. On a des échos sur le terrain à l'effet que plusieurs personnes qui sont des cas ou des contacts de cas
sont contactés par les directions de santé publique qui vont enquêter chacun des cas, faire une histoire, mais que les gens ne font pas nécessairement le suivi qui leur sont demandés. Soit qu'ils ne se rapportent pas, soit qu'ils ne regardent pas leurs symptômes ou qu'ils ne restent pas isolés. Vous comprenez que cette situation est très problématique et va nuire grandement au travail de nos équipes de santé publique qui travaillent jour et nuit à essayer d'éviter la propagation de façon intense. Le succès des différentes mesures repose entre autres sur la collaboration de tous. On l'a eu, la collaboration jusqu'à maintenant. Il ne faut pas relâcher. Je vous en supplie. Pour moi, c'est très important. Parce que si on se laisse aller, on va perdre et on va devoir revenir en arrière et ce n'est pas ce qu'on veut faire. Donc, je vous dis qu'il est primordial de donner suite à ce qu'on vous demande. Si vous êtes un cas, de vous isoler, si vous êtes un contact, de vous isoler et de répondre à ce que vous conseillent les directions de santé publique qui travaillent avec nous. C'est très important pour vous protéger, pour protéger les autres, de votre famille, vos proches, les gens les plus vulnérables de cette société. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va être capable d'y arriver. Je vous remercie et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Maintenant, je passe la parole à Madame la ministre. Merci beaucoup, Dr Arruda. Je salue aussi la Dr Drouin. Je salue la mairesse Valérie Plante, la mairesse de Montréal, la mairesse de Montréal-Nord, Mme Black, ainsi que les députés qui sont présents, Mme Robitaille. Je veux insister à nouveau sur le rôle de chacun d'entre nous afin de limiter la propagation du virus dans nos communautés. Le premier ministre a annoncé hier que la réouverture des commerces, des écoles et des garderies était repoussée au 25 mai. Il s'agit d'une décision qui est très réfléchie et qui est très prudente. La santé et la sécurité de la population sont nos premières priorités. Et vous le savez, vous le constatez au quotidien, la bataille dans la région de Montréal n'est pas encore gagnée. On augmente cependant les efforts de dépistage et de communication. Mais il ne faut pas baisser la garde. La prudence est toujours de mise. Et je veux vous rassurer sur le véritable travail d'équipe qui est fait, où nous avons tous un rôle essentiel à jouer. Je veux saluer tout le travail de collaboration qui est fait entre les différentes instances et administrations municipales et provinciales avec la santé publique. Il est important pour la population d'écouter les consignes des autorités de santé publique. Et malgré tout le déconfinement qui s'amorce au Québec, il est essentiel de respecter les différentes mesures en place, notamment en ce qui a trait à la distanciation sociale. Ça vaut notamment pour la fréquentation des espaces extérieurs, comme les parcs que nous avons dans la grande région de Montréal. Et avec le printemps, certains beaux jours que nous avons, il est bien entendu tout à fait normal de vouloir sortir à l'extérieur pour prendre l'air, pour marcher, pour bouger. Et c'est normal et c'est nécessaire. C'est une question de santé physique, morale et mentale. Cependant, en tout temps, une distance minimale de 2 mètres doit être maintenue entre les personnes. Je remarque, comme vous, qu'on voit de plus en plus les personnes dans la métropole porter le couvre-visage. Il est démontré que certaines personnes peuvent être contagieuses sans le savoir. Le port du couvre-visage est donc recommandé dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Ça peut se produire, par exemple, à l'épicerie ou en prenant le transport collectif. La CNESST, qui est la Commission des normes de l'équité et de la sécurité et santé au travail, a produit une trousse d'outils pour le secteur du transport collectif pour rendre les déplacements sécuritaires pour tous. Le port du cache-visage est fortement recommandé. Je veux dire un merci aux employés des différentes sociétés de transport qui ont offert jusqu'à aujourd'hui un service essentiel pour permettre à nos travailleurs, notamment dans le secteur de la santé, de se rendre au travail partout à travers le Québec.
Mais comme il a été mentionné maintes fois, le port du couvre-visage dans les lieux publics doit obligatoirement s'accompagner des autres mesures de protection, autant dans le transport collectif qu'ailleurs. Et ces mesures, c'est évidemment les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Il faut se laver les mains et garder une distance de 2 mètres. J'aimerais remercier la précieuse collaboration, en fait, votre précieuse collaboration des dernières semaines. Merci à tous les citoyens et les citoyennes de la région de Montréal pour votre patience et pour vos efforts. La solidarité, la résilience et la générosité sont vraiment au rendez-vous dans cette période de crise. J'aimerais à cet égard souligner le travail exceptionnel du personnel, dont le travail au quotidien est d'accompagner nos personnes âgées et souvent isolées dans leur résidence pour aînés. Cette solitude, elle est très difficile, mais tout en douceur, le personnel aide à passer au travers. Pour les personnes en fin de vie, l'absence des proches peut être très douloureuse, mais elle peut se transformer en présence réconfortante jusqu'au dernier souffle, grâce souvent au iPad ou au téléphone qui sont tenus par nos employés. Ces moments pleins d'émotions donnent un peu d'humanitude et de bientraitance dans toute cette période de détresse pour les familles. Et permettez-moi un mot pour toutes les mamans, celles qui sont en devenir, les mamans de toutes les générations qui sont à la maison et celles qui demeurent dans les résidences pour aînés. Je sais combien ces moments d'isolement sont très exigeants. On pense à vous et grâce à votre amour et à votre générosité sans limite, on va passer au travers. Et permettez-moi, pour cette fête des mères, de dire « Je t'aime, maman ». Plus que jamais, on doit se serrer les coudes. Et je suis persuadée que nous allons continuer à cheminer ensemble vers un déconfinement complet et vers la relance de notre métropole. Soyons prudents et respectons les règles. Je vous remercie infiniment. Je suis très fière d'être montréalaise, très fière d'être québécoise. Merci. Je passe la parole à Madame la docteure Drouin. Merci, Madame Rouleau. Bonjour, Dr. Arruda, Horacio, Madame Plante. Et merci d'être à Montréal aujourd'hui parce que je pense que c'est un message très fort pour la population montréalaise d'avoir un peu des messages aussi qui nous amènent à passer à travers les prochaines semaines qui s'en viennent parce on est peut-être un peu différent du reste du Québec dans cette grande pandémie et même du reste du Canada. Et on a encore à se serrer les coudes pour quelques temps. Et je pense que votre présence fait toute une différence aujourd'hui pour nous rappeler de rester de se serrer les coudes, mais surtout de respecter les consignes de santé publique. La semaine dernière, j'annonçais, et aujourd'hui on est à Montréal-Nord, on regardait puis on a annoncé du dépistage ciblé dans certains territoires face à une hausse importante du nombre de cas où on suspectait qu'il y avait une transmission communautaire soutenue qui était en présence et qu'on arrivait difficilement à qualifier. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires arrondissements, partenaires communautaires du CIUS du Nord qui se sont mobilisés rapidement pour mettre en place une stratégie adaptée pour à la fois tester, mais aussi aller rejoindre les populations de différents quartiers, Montréal-Nord, mais d'autres aussi, face à la prochaine phase qui est celle d'aller chercher les gens, de s'assurer qu'ils appliquent les recommandations de santé publique, mais que les gens se fassent dépister aussi. Et face à cela, et en sachant que la transmission communautaire est soutenue à Montréal dans plusieurs quartiers, clairement, on a annoncé dès cette semaine notre stratégie régionale pour intensifier le dépistage à l'échelle de Montréal. Et je pense que mes collègues des autres régions du Grand Montréal font de même.
Cette stratégie-là, elle va, dans le fond, rajouter plusieurs milliers de tests à la grandeur de l'île de Montréal. Puis, elle coupe, dans le fond, des centres de dépistage désignés qui existent déjà. On en a sur rendez-vous, sans rendez-vous, auxquels vous pouvez accéder via le 1-877. Et on va aussi mettre les adresses et les coordonnées sur le site de Santé Montréal. Mais à cela, on ajoute, grâce à un partenariat avec la STM et la Ville de Montréal, les unités mobiles. Nous en avons 2 actuellement en circulation dans différents territoires de Montréal. Et l'objectif des unités mobiles, c'est vraiment d'aller dans des points chauds où on voit une transmission plus soutenue, donc où on regarde les cas, le nombre de cas et les taux des derniers 14 jours, mais aussi dans des quartiers où on sait qu'il y a des barrières de langue, des barrières de transport à l'accès aux tests de dépistage. Et pour nous, c'est très important de mener ces interventions. Ces interventions-là vont être couplées avec du démarchage dans la communauté, des activités de sensibilisation autour des consignes de santé publique, mais aussi pour essayer de comprendre les besoins de ces populations, car on le sait, le confinement a aussi des effets collatéraux au niveau des inégalités sociales de santé et d'autres besoins doivent aussi être comblés. Et plus on retarde la réouverture des secteurs économiques et sociaux, plus ces impacts collatéraux, il faut y être encore plus vigilant. Le dépistage, c'est une condition essentielle pour pouvoir réouvrir certains secteurs de la société et à Montréal et dans le Grand Montréal de manière sécuritaire et réussie. Donc, on ne veut surtout pas revenir en arrière. Suite au dépistage, comme le docteur Arruda l'a dit, rapidement, on doit une autre clé au succès d'un déconfinement réussi, c'est d'être capable d'enquêter dans les 24 heures les cas et évidemment de retracer les contacts, d'isoler les contacts. Et si on voit qu'il y a des milieux de vie dans lesquels ces cas-là ont été, on doit identifier les éclosions et intervenir rapidement, que ce soit dans un milieu de travail, une garderie, une école ou un milieu communautaire. Et tout ça, c'est le grand travail de la santé publique et on peut le faire qu'avec la collaboration de la population. Et je pense que le docteur Arruda l'a bien dit, quand la santé publique vous appelle, les consignes de santé publique qui vous sont données, de vous isoler si vous êtes symptomatique, de vous isoler après avoir eu un test, le temps que vous attendez votre résultat, vous devriez porter le masque et vous isoler. Et la même chose si vous êtes un cas ou un contact. Je crois que les messages étaient très bien entendus quand on était au début de la pandémie avec la vague des voyageurs. Puis le focus s'est allé beaucoup sur les CHSLD et c'est tout à fait normal, mais ces consignes-là demeurent importantes et elles vont le demeurer pour plusieurs mois encore. Donc aujourd'hui, Montréal compte 18 435 cas et plus de 1727 décès. On est vraiment l'épicentre de la pandémie au Canada et on doit redoubler d'efforts. Comme je le disais, la première vague, c'était des voyageurs. On a rapidement mis en place des grandes stratégies de dépistage populationnel. On a enquêté tous les cas. On a fait des opérations à l'aéroport pour que les consignes aux voyageurs soient bien compris sur la nécessité de s'isoler. Et je pense qu'on a réussi collectivement à aplanir la courbe. Par la suite, le virus s'est introduit dans nos CHSLD, dans nos résidences de personnes âgées, là où il y avait les gens les plus vulnérables. Et on est encore, je pense, en train de travailler et de lutter contre ces grandes éclosions. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi de la transmission communautaire dans certains quartiers qui s'est introduite et on doit reprendre ce qu'on a fait au mois de mars de manière très intensive, qui est de tester les gens, d'intervenir parce que je crois qu'on est capable, comme en mars, de réaplanir la courbe dans la grande région de Montréal. Je comprends qu'on vit beaucoup d'incertitudes. On se demande pourquoi Montréal ou le Grand Montréal est si différent du reste du Québec. Oui, on a toutes nos spécificités qui font que c'est beaucoup plus difficile de vaincre et de lutter contre une pandémie. Je suis consciente qu'on est tous fatigués. On a tous hâte de revoir nos familles, nos amis. C'est la fête des mères en fin de semaine. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir saluer mes parents. Mais la distanciation physique est encore plus importante dans notre région si on veut s'en sortir le plus rapidement possible. Le déconfinement et le printemps, donc la réouverture de certains secteurs d'activité et le printemps vont faire en sorte qu'il y a plus de gens qui vont se promener à Montréal.
On aime ça, le printemps à Montréal. Et ça veut dire qu'il faut être prendre encore plus nos précautions pour se protéger, mais surtout pour protéger ceux qui sont les plus fragiles, parce que c'est eux qu'on ne veut pas qui tombent malades, parce qu'ils risquent évidemment des complications beaucoup plus sévères. Et eux aussi ont le droit de profiter du printemps. Donc, on vous demande le 2 mètres. Éviter les rassemblements tant intérieurs et extérieurs. Il faut continuer. Se laver évidemment les mains, l'étiquette respiratoire et porter le couvre-visage dans les lieux publics. Mais le couvre-visage ne remplace pas la distanciation. C'est très important. Donc, c'est un effort qu'on doit tous faire collectivement. Il faut rester solidaire à travers tout ça parce que je pense que Montréal et le Grand Montréal, on est capable de passer à travers cette prochaine étape. Allocution en anglais. I'm going to do my speech in English. Je vais maintenant répéter en anglais, mais j'aimerais avant tout dire merci. Je vais le dire en français en premier. J'aimerais vraiment remercier toute la population québécoise pour sa collaboration. On a fait beaucoup de remerciements aussi pour les différents travailleurs de la santé. On les a appelés les anges gardiens, on leur a donné plein de noms. J'aimerais ça remercier, si vous permettez, notre armée d'acteurs en santé publique, de gens qui sont en santé publique, qui font des enquêtes, qui sont souvent pas visibles. Les équipes avec qui je travaille, les directeurs de santé publique, les différents enquêteurs qui voient à éviter beaucoup de choses comme telles. Je tiens à les remercier du plus profond de mon cœur. Je suis excessivement fier d'être à la tête d'un réseau de santé publique au Québec, avec des gens qui ont d'une très grande compétence et qui sont actuellement en train de travailler jour et nuit depuis le 7 janvier à essayer de contrôler l'épidémie. Le travail de tous est important. Je vous demande de collaborer avec eux parce que leur succès d'opération va dépendre de vous. Donc, à toute ma grande famille de santé publique, je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur. Good day to you. Bonjour à vous tous et toutes. Nous voulions être ici aujourd'hui parce que, comme nous l'avons souvent dit, l'évolution du profil de la COVID-19 diffère beaucoup de région en région. À l'extérieur du Grand Montréal, la situation est perçue comme étant maîtrisée. J'aimerais également remercier mes collègues qui ne sont pas ici, mais ceux du Grand Montréal. Ils ne sont pas ici en personne, mais au téléphone, parce que nos gestes sont pris en concertation les uns avec les autres. Montréal, Laval, les Laurentides, la Montérégie et la Naudière. C'est pourquoi, ici, aujourd'hui, nous initions une stratégie de dépistage massif dans les régions ciblées. C'est une approche qui nous permettra de mieux mesurer la transmission communautaire et protéger la population. La première étape dans ce processus se fit à la coopération de la population. Vous faites partie de l'équation. Sans vous, sans votre engagement, sans votre respect face aux consignes, les situations d'une région à l'autre vont s'empirer. Donc, le message principal est celui-ci. Si vous avez un des symptômes suivants, appelez au 1-877-644-4545. Les symptômes dont il est question sont les suivants. La fièvre, un aggravement de la toux, des détresses respiratoires et la perte soudaine du sens olfactif sans la congestion ou une perte du goût. Si vous avez ces symptômes de la COVID, appelez la ligne téléphonique de la COVID-19. Vous parlerez à du personnel qui sont bien renseignés et ils vont vous référer à un centre de dépistage. Nous fournissons environ 10 000 tests tous les jours et nous voulons, dans les jours à venir, atteindre la cible de 14 000 tests par jour. Cela veut dire que bientôt, nous allons franchir le cap de 100 000 tests par semaine. Ce dépistage massif est très important pour le contexte du déconfinement qui a déjà commencé. Dans chaque région, la stratégie pourrait être différente selon le contexte.
Il est vraiment vital de maintenir la distance physique et l'hygiène respiratoire que nous avons répétée tous les jours depuis presque un mois. Ce n'est pas parce que nous déconfinons que vous pouvez ignorer les consignes. La distance physique et l'hygiène, le fait de se servir de masque quand vous sortez dehors, c'est très important dans la situation qui prévaut. Donc, avant de céder le micro, j'aimerais vous parler d'un dernier sujet. Nous avons entendu dire que beaucoup de gens qui ont la maladie ou qui sont en contact avec des gens malades ont été contactés par le Bureau de santé publique régional. Mais ils ne suivent pas les recommandations, comme l'auto-isolement ou suivre de près leurs symptômes. S'il vous plaît, comprenez que cela crée des problèmes et peut affecter notre capacité de travail qui est le nôtre, à savoir la prévention des cas. Le succès de nos mesures se fie vraiment et repose sur la collaboration de tout le monde. Donc, je réitère, il est de toute première importance de suivre tout ce qui se passe et que ce soit vos symptômes ou les consignes, c'est très important car cela vous protégera, va protéger votre cercle familial, tout comme votre quartier. Merci. Et j'aimerais remercier, au final, mon armée souterraine de la santé publique, ceux qui sont venus aider, prêter main forte pour aider à abaisser l'impact de cette terrible épidémie. Mais j'estime que nous pouvons compter sur chaque Québécois et chaque Québécoise pour vivre le processus. C'est plus difficile à Montréal parce qu'il y a une densité populationnelle plus élevée et c'est normal qu'en milieu urbain, on constate ce genre de différence. Mais je pense qu'ensemble, on peut être plus fort et on va en ressortir renforcé de la crise. Merci. J'aimerais souligner à nouveau le rôle que chacun peut jouer pour limiter la contagion. Le premier ministre a annoncé hier que la réouverture des commerces, des écoles et des garderies a été reportée jusqu'au 25 mai pour la région de Montréal. C'est la bonne décision à prendre. La santé publique est notre toute première priorité. Comme vous le savez, nous le voyons à tous les jours. Le combat n'est pas terminé et à Montréal, la guerre n'est pas terminée. Elle n'est pas gagnée. Il ne faut pas baisser la garde. La prudence est le mot d'ordre. C'est un effort d'équipe où chacun, chacune a un rôle essentiel à jouer. Le CNSST a également produit une trousse d'outils pour le secteur des transports collectifs pour que tout se passe en sécurité pour chacun et chacune. Porter un masque est hautement conseillé. Plus que jamais, il nous faut être solidaires. Je suis convaincu que nous prenons les bonnes démarches pour nous rapprocher d'un plein déconfinement et la revitalisation de la métropole. Soyons prudents et prudentes et suivons les règles et les consignes sanitaires offertes par la santé publique. Finalement, une pensée pour toutes les mères cette fin de semaine. Joyeux anniversaire et fête des mères à nos mères. Merci. Thank you, Dr. Arruda, Madame Rouleau. Merci à vous deux. J'aimerais peut-être reparler de la stratégie de dépistage pour Montréal. Nous avons lancé cette stratégie de dépistage intense au début de cette semaine où nous voulons avoir plusieurs milliers de tests par jour. Nous avons des centres de dépistage dans différents quartiers de la ville, mais avec la collaboration de la STM et la Ville de Montréal, ce sont des unités mobiles qui vont se rendre dans différents quartiers où nous
croyons savoir l'existence de grappes de contagion et de transmission communautaire. Nous nous rendons également dans les quartiers où nous savons qu'il y a des barrières à l'accès. Ça peut être la langue, des communautés culturelles ou des problèmes de transport. Et j'aimerais remercier tous les partenaires qui sont de la partie et ces unités mobiles, car quand nous nous rendons dans un quartier particulier, nous aurons des stratégies de prise de contact. Il y aura des activités de porte-à-porte et aussi nous allons solliciter les groupes communautaires pour nous assurer que nous puissions accéder aux gens les plus isolés. À Montréal, nous sommes l'épicentre de la pandémie, donc la région montréalaise, et je crois comprendre que tous les Montréalais et les Montréalaises vivent bien de l'incertitude. On ne sait pas quand ça va terminer. Et puisque nous nous distinguons du reste du Québec, où les écoles vont rouvrir, où les commerces également, les magasins, nous voudrions également revenir à la vie normale à Montréal. Nous nous savons fatigués, un peu las de tout cela. On veut se rendre chez les amis, chez les membres de notre famille. Mais, hélas, il serait trop tôt à Montréal. Il faut maintenir le 2 mètres. C'est très important. Je comprends que c'est difficile en milieu urbain, mais c'est vraiment important. Il nous faut également maintenir l'hygiène des mains, donc les laver souvent. Et en milieu urbain, on conseille réellement l'usage du masque où les 2 mètres sont difficiles à respecter. Je crois que ce faisant, vous agissez en cette atmosphère de sensibilité, non seulement à votre propre santé, mais aussi aux gens plus vulnérables. Pensez aux enfants malades qui ne peuvent sortir, les jeunes qui ont un système immunitaire supprimé. Alors, si chacun y met du sien, je pense que nous pourrons sortir de la pandémie plus tôt. Et c'est ce que nous souhaitons tous et toutes. Donc, c'est grâce à la solidarité, celle qu'on sollicite de chaque citoyen et citoyenne, que nous pourrons en sortir plus rapidement. Je veux juste vous dire, Montréal et la région, qu'on vous aime. C'est pas parce qu'on est à Québec ou qu'ailleurs ça va mieux qu'on vous aime pas. On va être avec vous pour vous aider. Et si ce qu'on vous demande, c'est pour véritablement qu'on puisse revivre normalement le plus rapidement possible. Je vous aime, tout le monde, tous les Québécois. Je suis, moi, un fils d'immigrants né au Québec, mais très fier d'être ici parmi vous. Alors, je tiens quand même à vous le dire. Merci beaucoup. Dr Arruda, Madame la ministre Rouleau, Dr Drouin, merci. Nous allons maintenant passer à la période de questions pour laquelle nous n'aurons malheureusement pas beaucoup de temps. Nous allons demander aux journalistes présents sur la ligne téléphonique, vu leur grand nombre, de se limiter à une question chaque. Merci. OK, on commence la période de questions. J'aimerais maintenant vous rappeler que pour poser une question, appuyez sur l'étoile suivi du 1 sur votre clavier téléphonique. Veuillez patienter un moment pendant que nous compilons les questions. Votre première question vient de la ligne de Annie-Sophie Poirier du Journal de Montréal. Votre ligne est ouverte. Oui, bonjour. La question est pour M. Arruda. Marguerite Blais a dit cette semaine que les proches aidants allaient pouvoir aider leurs proches dans les CHSLD dès lundi. Par contre, ils devaient montrer qu'ils étaient négatifs dans les CHSLD où il n'y avait pas de cas de COVID. Mais en entretien téléphonique ce matin, la ministre Blais a finalement dit que les proches aidants n'auraient pas besoin d'être dépistés. Je me demande pourquoi un tel revirement de situation. Bien, écoutez, c'est vrai. D'ailleurs, quand cette consigne-là avait été donnée, il y avait eu des discussions si c'était nécessaire ou pas. Dans le contexte où actuellement des travailleurs vont dans l'établissement, je vous dirais, sans être testés, il nous semblait que pour être équitable, effectivement, hier soir, il y a eu une consigne suite à des discussions à l'interne qu'on a au ministère pour permettre l'accès, compte tenu des impacts négatifs
On le dit, là, des personnes qui sont seules, qui sont âgées, qui peuvent ne pas être stimulées, qui vont moins bien manger avec quelqu'un d'autre que la famille. On considère actuellement que le risque d'introduction par un proche aidant, si les mesures sont bien appliquées, les gens ne rentrent pas là, de la même façon qu'avant. Là, ils vont porter des masques, ils vont porter ça. Donc, on a changé la chose. Et je peux vous dire qu'on va changer des choses comme ça régulièrement. Comme je le disais hier en point de presse, c'est quand on discute aussi avec notre patient, si vous me permettez, en termes populationnels, qui nous donne un feedback, qu'on décide ensemble qu'est-ce qui est le mieux et non pas de disposer de façon unilatérale. Merci. Votre prochaine question vient de la ligne de Sébastien Desrosiers de Radio-Canada. Votre ligne est ouverte. Oui, bonjour. Ma question est également pour le docteur Arruda. En fait, question assez simple. Vous êtes dans la région métropolitaine aujourd'hui. Pour reprendre les mots de la docteure Drouin, il y a une transmission communautaire soutenue dans certains points chauds de Montréal. Quand est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir reprendre le contrôle de l'épidémie sur l'île de Montréal? C'est une très bonne question. Si j'avais la réponse, j'aimerais vous le dire. Mais le problème va dépendre de comment, je vous dirais, la population va se comporter, puis comment on va avoir la capacité aussi, je ne veux pas mettre tout le dos sur la population, là, mais comment on va être en mesure d'avoir suffisamment de tests pour faire un bon diagnostic, la capacité de santé publique d'intervenir très rapidement auprès des cas, ça fait partie des conditions. Et donc, on va surveiller ça de très, très près, au jour le jour, pour ne pas dire aux heures comme telles. Et je pense que j'ai bon espoir, quand même, qu'avec la mobilisation qui se fait, qui continue de se faire en termes d'enquête, et je tiens à mentionner là, que quand je vois les chiffres rentrer de la région métropolitaine, en termes de nombre de cas, c'est exceptionnel le travail qui a été fait jusqu'à maintenant en termes d'enquête puis de contrôle. Donc, je pense qu'on verra, là, on va voir comment les chiffres vont aller. J'espère le plus rapidement possible, mais d'où l'importance que les gens ne se déconfinent pas complètement, parce que c'est là qu'avec la quantité de population qu'à Montréal, si on se retrouve avec des éclosions autour des familles, etc., là, ça va être difficile. Et là, va apparaître des cas plus sévères, des cas qui pourraient venir congestionner notre système de soins, ce qu'on n'a pas fait grâce au lockdown ou à l'arrêt complet, qu'on a fait la grande pause, mais il ne faut pas non plus la relâcher. C'est un défi. Arrêter tout, c'est facile. Repartir, c'est un grand défi. Merci beaucoup. Votre prochaine question vient de la ligne de Dan Spector de Global News. Your line is open. Hello, this is for maybe Dr. Drouin or Dr. Arruda. With this large increase in testing, do you have the capacity to have a large increase in contact tracing? Do you have the staff and the technology needed to do the contact tracing that is associated with this increase in testing? As I am a very polite guy, I'm going to let Dr. Drouin. Je vais laisser le docteur Drouin répondre. Ça lui appartient. Eh bien, je vais me concentrer sur Montréal. Nous avons constitué une équipe d'enquêteurs, quelques centaines de personnes qui viennent tous les jours de 8 heures à 22 heures. Nous avons une capacité courante de 500 enquêtes par jour. Et bien sûr, on est informatisé ou on est en train de faire une transition vers une informatisation des appels afin de pouvoir rejoindre plus de personnes. Mais en faisant plus de tests, il nous faut augmenter notre capacité dans les semaines à venir. Et c'est pourquoi nous sommes en recrutement maintenant du personnel pour pouvoir agrandir le nombre d'enquêtes. Par comparaison, normalement, nous faisons environ 6 000 enquêtes par année. Et maintenant, on a dépassé le 18 000 en 8 semaines. Thanks. Votre prochaine question vient de la ligne de Olivier Fauché, de Journal Métro. Votre ligne est ouverte.
Oui, bonjour. La question pour M. Arruda. M. Arruda, la facilité avec laquelle on peut appliquer la distanciation sociale peut varier de quartier en quartier. Vous êtes dans un secteur densément peuplé de Montréal-Nord avec souvent des familles nombreuses dans des petits logements. Est-ce qu'il y a des consignes ou des mesures plus spécifiques qu'on pourrait mettre en place dans ces quartiers? Merci. Bien, écoutez, c'est clair que la distanciation sociale n'est pas la même dans des quartiers densément peuplés. C'est le cas de Montréal comparativement à d'autres territoires. On pourrait aussi dire que des villes qui ont la population du Canada dans une même ville. Les principes de base vont demeurer. Si la distanciation sociale ou physique n'est pas possible, de porter le couvre-visage, notamment à l'extérieur. Au sein d'une même famille, c'est-à-dire il faut vraiment augmenter ce que j'appellerais tout ce qui s'appelle l'hygiène et la salubrité, le lavage des mains excessivement fréquent. Il faut devenir presque maniaque du lavage des mains. Je pense que c'est une des mesures qui peuvent être mises en place, à mon avis. Mais ce qui est très important aussi, c'est que dès que quelqu'un développe un symptôme, de consulter rapidement pour qu'on puisse, à ce moment-là, offrir les recommandations à la famille pour pas que ça se transmette d'une famille à une autre. Mais je pense que la mesure de base demeure l'hygiène respiratoire et le lavage des mains. Et je pense que c'est ce qu'on peut faire. Après ça, dans certaines situations où il y a des cas dans une maisonnée, on essaie de voir comment on peut exposer moins les gens dans la maison à la dite personne, soit en la maintenant plus dans une chambre ou en replaçant les gens. C'est pas toujours facile. C'est plus facile quand on a une grosse maison à 3 étages, ça c'est clair, que quand on est plusieurs dans un petit appartement. D'où l'importance, à mon avis, de collaborer avec les gens de santé publique qui pourront aussi trouver des alternatives pour aider les personnes qui seraient dans des situations difficiles. Pour le moment, on n'a pas développé des sites autres d'isolement, là, admettons, pour une famille qui ne serait pas capable de le respecter. Puis de plus, en sachant que maintenant, on a aussi des gens asymptomatiques qui peuvent porter le virus, c'est sûr que quand on est face à une famille où il y a un cas et qu'il y a vraiment une très grande difficulté à maintenir une distanciation ou un isolement du cas, c'est clairement, probablement, qu'on va recommander que certains des contacts soient testés pour vérifier, parce qu'il y a des plus grandes probabilités que ces contacts-là, même s'ils n'ont pas de symptômes, soient exposés au virus. Donc, ça va faire partie des recommandations qu'on va faire lors de l'enquête. Encore une fois, si vous voulez poser une question, composez l'étoile suivi du 1 sur votre clavier téléphonique. Votre prochaine question vient de la ligne Jeanne Corriveau de Le Devoir. Votre ligne est ouverte. Oui, bonjour, Dr. Drouin, Dr. Arruda. J'avais une question concernant... Tantôt, je voulais savoir les objectifs de dépistage pour l'île de Montréal, d'une part, et quand vous parlez de capacité d'enquête, Dr. Drouin, on pense à combien de personnes qui seront nécessaires dans le cadre du recrutement que vous faites si vous voulez maintenir la capacité d'enquête et l'augmenter dans le futur? En termes de capacité de dépistage, comme je le disais, bien, il y a déjà du dépistage qui se fait à Montréal actuellement, beaucoup centré dans les milieux de soins, CHSLD, RPA, travailleurs de la santé. La nouvelle, je dirais, capacité qu'on ajoute au niveau populationnel à court terme, c'est quelques milliers par jour et on vise, là, avec les unités mobiles et les centres de dépistage, sites fixes, à près de 3 000 par jour le plus rapidement possible. Donc, c'est la portion du 14 000 de Dr. Arruda. Donc, notre stratégie s'enligne sur ces chiffres-là à court terme. Mais évidemment, c'est tout le défi de recruter les équipes de dépisteurs. Puis, au niveau de la capacité d'enquête, actuellement, comme je vous le disais, on fonctionne avec des équipes d'enquêteurs, des lots d'équipes d'enquêteurs. Fait qu'on a 4 grandes équipes d'enquêteurs sur 2 chiffres de travail et nous, on rajoute des lots d'équipes. Donc, ça peut représenter facilement, puisque c'est 7 jours sur 7, là, ça peut facilement représenter 50 à 100 personnes de plus qu'on doit ajouter dans les prochaines semaines. Et en informatisant certains éléments du processus, par contre, ça va nous aider à équilibrer. Mais il faut comprendre que
L'autre partie que je vous ai pas parlé, c'est la gestion des éclosions avec la réouverture, parce que nos équipes, on doit aussi avoir des équipes, évidemment, de gestion des éclosions dans les milieux de vie qui doivent se constituer au fur et à mesure qu'on va réouvrir différents secteurs, écoles, garderies, etc. Donc, facilement, quelques centaines de personnes vont être recrutées pour l'ensemble des stratégies de santé publique au cours des prochaines semaines. Pour votre question sur les objectifs du dépistage, il y a plusieurs, il y a différents groupes. On ne parle plus de priorité une par rapport à l'autre, mais on parle de différents groupes. Et selon le portrait de la région, là, les besoins de nombre de tests par catégorie peuvent varier. Par exemple, ça va encore être nécessaire d'avoir des tests pour faire des diagnostics. Je remercie les gens à l'écoute de ce point de presse qui sont sur les ondes d'ici Télé. Ils vont retrouver leur programmation normale. Des familles, etc. Ça va être nécessaire de faire des tests pour être capable de contrôler une éclosion. Si, par exemple, une entreprise, une manufacture a des cas, on pourrait et on peut aussi avoir besoin de tester des gens asymptomatiques qui sont des contacts de cas pour être capable de détecter plus rapidement des potentiels d'éclosion. Et ça va évoluer dans le temps en fonction de notre capacité de quantité de tests, mais aussi du portrait épidémiologique qui peut être très différent ou un peu différent à Laval par rapport à Montréal, quoique c'est plus similaire, ou différent aussi en Montérégie. Mais chaque portrait, c'est comme un diagnostic qu'on fait, on décide d'appliquer le meilleur traitement et le meilleur usage des tests en fonction de notre portrait régional. Merci à tous. C'est tout le temps qu'on avait. C'est ce qui termine cette conférence de presse. Belle fin de journée. Merci. Bonne fin de journée, bonne fête des mères à tout le monde.